Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Italie a disposé de 62 gouvernements. Leur durée moyenne fut de 361 jours. Le plus court gouvernement a duré 17 jours, le plus long plus de 3 ans. C'était celui de Silvio Berlusconi dans les années 2010. Et 25 personnalités ont occupé la présidence du Conseil italien. Le 4 mars se déroulaient les élections législatives, mais aussi celles des sénatoriales en Italie. La Chambre des députés a été renouvelée. On en va en tirer avec mon invité plusieurs enseignements. Mon invité, j'ai mis une pochette pour essayer de lui faire face. Pierre Jovanovic, bonjour. Bonjour Martial. Bonjour Pierre. Vous êtes rendu, on va voir les enseignements des élections, mais vous êtes rendu en Italie pour ces élections, alors que c'était absolument pas prévu dans votre agenda. Moi, je croyais à Compiègne. En effet, j'étais à Compiègne, je suis rentré de Compiègne, et le lendemain, j'ai pris un avion pour Rome, parce que je sais pas, j'ai eu du nez, je sais pas. Enfin, en tout cas, j'ai senti que quelque chose d'important allait se passer. Et sincèrement, j'ai bien fait d'y aller. Véritablement, vu la grande manipulation de la presse française, pas que la presse française d'ailleurs, européenne, qui a fait semblant de ne rien voir du tremblement de terre, du tsunami. Je veux dire, c'est énorme ce qui s'est passé en Italie, là, le 4 mars, puisqu'ils ont voté, j'arrondis, ils ont voté à 70% contre l'Europe. Voilà, 70%. C'est quand même quelque chose d'absolument énorme. C'est la plus grande gifle que l'Europe, les technocrates à Bruxelles se sont prises, je crois, depuis qu'ils sont au pouvoir. Donc c'est le constat de l'échec absolu de la politique européenne, et c'est surtout la révolte des Italiens contre la politique d'immigration complètement folle qui se passe en ce moment. Ils ont eu, je sais plus, 500 000, 600 000 migrants qui ont débarqué sur leur côte. Et d'ailleurs, Simeoni, de l'équivalent du FN, en fait, son mot de campagne, son motto, comme disent les Italiens, c'était on va renvoyer les 500 000 migrants chez eux. Et l'euro n'aurait jamais dû exister, la monnaie. Donc il était parti en guerre contre la monnaie, l'euro, et contre les migrants. C'est intéressant. Et donc il a pris, il a même fait plus que Berlusconi qui l'aidait. Salvini. Salvini, pardon. Simeoni, c'est une autre île. Oui. C'est une île. Pas très loin de l'Italie, mais c'est une île. Plus sérieusement, vous êtes à Compiègne, vous faites vos dédicaces de bouquins. Quel est l'intérêt de se rendre à Rome? Ce que vous dites là, je l'ai vu moi aussi de chez moi à Paris. C'est le journaliste, il faut aller sentir ce qui se passe. Ah non, mais il y a une règle. Enfin, en tout cas, pour moi, il y a une règle. C'est que tant qu'on n'est pas sur le terrain... Je veux dire, si on n'est pas sur le terrain... C'est pas la même chose. Je veux dire, on peut pas couvrir une élection à 1000 km, 1500 km, surtout d'un pays étranger, quoi. Et non, je sentais que quelque chose d'important allait se passer. On l'a déjà vu pour une simple bonne raison, c'est qu'on avait déjà vu le chantage de monsieur Matteo Renzi, qui avait dit, rappelez-vous, c'était en 2016, nous allons faire des élections, si j'obtiens moins de, je sais plus combien, 40, etc., je démissionne, etc. Donc il avait mis sa démission dans la balance en disant aux Italiens, si vous votez mal, je vais partir. Matteo Renzi, c'est le Macron italien. Voilà. Et il s'est pris une baffe, et donc il a été obligé de démissionner. Et donc là, je me suis dit, enfin, je sais pas, ça se passe comme ça. D'ailleurs, c'est curieux parce que c'est comme ça que j'avais assisté en Grèce aussi à l'arrestation du dirigeant d'Aube Dorée, alors qu'il devait avoir une grande manifestation justement de soulèvement contre le pouvoir d'Athènes. Alors, Pierre, vous êtes à Rome, vous réussissez quand même cet exploit à rester pendant tout votre séjour à Rome sous la pluie, ce qui est quand même un exploit, parce qu'il fait toujours quand même la pluie beau, pendant 4 jours, 5 jours, oui. Bon, mais c'est pas ça l'essentiel. Et là, vous titrez, c'est peut-être pour ça que, c'est parce qu'il pleut, vous avez titré comme ça pour vous venger, vous avez dit Rome en état de siège. C'est quand même si. Alors, Rome en état de siège, c'est un jeu de mots. Désolé pour que les âmes sensibles baissent le son. En état de siège, pourquoi? Parce que il y a deux choses. D'une part, vous avez tous les migrants, et les migrants font leurs besoins, enfin certains migrants, on va dire, font leurs besoins dans la rue. Je pense que ça doit être une habitude locale d'où ils viennent. Ils sont sur un trottoir, ils marchent sur un trottoir, ils s'arrêtent, ils font crac-crac, et puis ils repartent, et ensuite ils vont
ils vont se laver dans les fontaines. Alors, vous savez qu'à Rome, il y a des fontaines partout, par définition, et donc la municipalité de Rome a été obligée de mettre des barrières métalliques autour de ces fontaines absolument magnifiques. D'ailleurs, il y a une photo sur ma revue de presse, hein, vous pouvez la mettre derrière nous, qui est absolument éloquente. Hein. Et ça, c'est la première chose. Et ensuite, Rome est en état de siège, hein, donc là, c'est là où est le jeu de mots. Parce que vous avez tous les militaires, vous avez des véhicules, pas des chars, mais ce qu'on appelle des VAB, hein, qui sont postés devant l'entrée de toutes les artères piétonnes. C'est-à-dire qu'on voit qu'ils s'attendent à des actes terroristes islamistes, et au point que sur la place Saint-Pierre, alors auparavant vous arrivez sur la place Saint-Pierre, vous n'avez pas de barrière métallique, et bien là non seulement ils ont mis des barrières métalliques, mais en plus ils ont fait comme devant la pyramide du Louvre, ils ont installé tout un tas de pontons en béton pour empêcher les voitures justement vous savez, les voitures folles, hein, comme à Nice, d'arriver, de foncer sur la foule ou de rentrer dans cette zone piétonne. Donc quand je dis état de siège, c'est vraiment ça, quoi. Il y a quelque chose, il y a une drôle d'ambiance à Rome à cause de ça. Mais Rome reste quand même Rome, hein, c'est la ville éternelle. Mais c'est triste de voir effectivement toutes les fontaines, hein, entourées de barrières métalliques pour empêcher les migrants d'aller se laver. Alors Pierre, là, faut pas s'étonner après qu'ils aient voté à 70% contre l'Europe quand même. Vous écrivez dans une de vos rubriques, vous dites la victoire de Berlusconi. En France, moi, écoutez, pour moi, c'est plutôt quand même une défaite. Forza Italia est passé derrière la Lega de Matteo Salvini, on va y arriver. Oui. C'est pas une victoire de Berlusconi ici. Si, c'est une victoire pour lui. D'abord, il faut rappeler que l'Europe et les Américains lui ont fait la guerre. Ils ont tout fait pour le sortir de son poste parce qu'il défendait trop les Italiens et les intérêts de l'Italie dans l'Europe. Donc c'était pas bon. Dans l'affaire, Berlusconi a perdu quasiment 1 milliard de sa fortune personnelle. Mais là, il a 81 ans. Il peut difficilement s'exprimer à cause des chirurgies esthétiques parce qu'il a été blessé, ainsi de suite. Donc, mais à 80, alors que tout le monde le donnait au départ, on l'a dit, il va faire 3%. C'est un peu comme Trump, hein, techniquement. Et en fait, il fait des scores de 14%. Il a même dépassé les 10%. C'est énorme pour un homme de 81 ans. Vous vous rendez compte? C'est absolument énorme. Même lui ne s'attendait pas à ça. C'est une victoire pour lui. C'est une victoire absolue, et du fait qu'il va quand même peser dans la balance anti-européenne, et je peux vous assurer, c'est ce que j'ai écrit, il y a 19 articles sur mon reportage à Rome, Berlusconi va se venger. Alors là, il va se venger sur Angela Merkel, sur les Américains. Il est allé, les Américains étaient très très inquiets. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que les Femen sont allés manifester. Je ne sais pas si vous avez vu les images, où on peut les voir derrière nous. Il arrive dans son bureau de vote et puis il y a une Femen qui était planquée sous la table. Alors on peut dire que déjà c'était organisé. Et juste au moment où Berlusconi va voter, elle surgit, genre Jack in the Box, et puis elle commence à agiter ses seins devant Berlusconi. Il suffit de suivre les Femen pour voir qui est l'ennemi, qui est le danger, hein, que les Européens. Voilà, c'est signé. Berlusconi était un danger pour les responsables européens et les Américains. Et Berlusconi est allé pousser le luxe. Alors, c'est un côté un peu la comédia italienne. Il a offert à Poutine un grand couvre-lit sur lequel il a fait imprimer une photo officielle sur laquelle on voit Poutine serrer la main à Berlusconi. Hein, voilà, donc c'est un couvre-lit d'1,50 m sur 1 mètre. Et donc avec Poutine et Berlusconi en train de se serrer la main, c'est un côté assez comique, connaissant Berlusconi. Et voilà, donc tout le monde redoutait, et surtout l'Europe, parce que c'est un ami on va dire, des intérêts russes, ou du moins parce qu'il est ami avec Poutine, tout simplement. Enfin, il a quand même été condamné, votre Berlusconi. C'était pas de la gnognotte, quand même. Mais c'est ce que je dis, justement. Il n'était même pas éligible. C'est ça qui est génial. C'est que les Italiens savaient parfaitement qu'il était inéligible, mais malgré tout, ils lui ont donné le vote. Donc c'est bien un vote de révolte absolument phénoménal. Phénoménal, 70%, j'arrondis. 70% des Italiens ont voté contre Bruxelles, contre la dictature,
européenne. C'est énorme pour Jean-Claude. En fait, ceci va arriver d'ailleurs. Ambrose Evans Pritchard du Télégraphe a écrit grosso modo la même chose le lendemain de ce que j'ai écrit. On est d'accord là-dessus. C'est les prémices du grand effondrement de l'Europe. Voilà, tout simplement. Et je pense déjà parce que là, du coup, l'Europe ne pourra plus appliquer ces mesures d'austérité. Ils ne pourront plus écraser les Italiens comme ils l'ont fait avec les Grecs. Ça ne va pas être possible. Le mouvement 5 étoiles a remporté la mise. Est-ce que vous imaginez que le FN local, enfin italien, pardon, a fait 20% en Toscane? La Lega. Hein. La Lega. D'accord, qui est l'allié du Front National en Italie. Exactement, 20% en Toscane. C'est un peu comme si Marine Le Pen avait obtenu 20% à Neuilly et dans le 16e et dans le 8e arrondissement de Paris, quoi. C'est du jamais vu. Donc on voit bien que le chômage absolument phénoménal qu'il y a en Toscane, les mouvements populistes, vous savez, comme disent ces journalistes, vous savez, le peuple, ça pue, ça manifestement, c'est rempli de gueux et de manants. Il faut les tenir éloignés. Donc, non, le peuple se révolte avec le vote. Quand on peut lui donner le vote. Attention. Alors que là, les Français ne peuvent pas voter. Et c'est là où c'est extrêmement dangereux, je trouve, pour la France. La victoire, c'est celle du mouvement 5 étoiles, de Luigi Di Maio, qui est le jeune leader, 31 ans, du mouvement 5 étoiles. Lui, ils font une percée absolument remarquable. C'est plus qu'une percée, en fait. Ils confortent leur avance. Ils ont vraiment conforté, et on voit bien que 31 tiers, en fait, des Italiens sont dégoûtés de la politique, parce qu'ils disent qu'ils sont tous corrompus. Je vous donne un exemple. Que j'ai vu là-bas. Vous avez Salvini. Salvini, c'est ça? Oui. Parce que je dois mémoriser tous les noms en italien avec qui se termine Paris, donc à un moment donné, je me mélange les pinceaux. Donc Salvini, il y a 2 ans, était en Sicile, dans le sud de l'Italie donc, et il a dit des Siciliens que c'était une bande de gueux, que c'est une bande de feignants, et que le sud, il faut plus s'en occuper. Donc déjà, il s'est mis à dos évidemment tous les Siciliens. Oui. Donc c'était pas très Diplomate. c'était pas très diplomate. Il est retourné donc faire sa campagne électorale en Sicile donc, au cours de ces 6 derniers mois. Il a présenté ses excuses, on va dire. Enfin, il les a caressées dans le sens du poil. Et du coup, effectivement, malgré ses déclarations précédentes, il a quand même fait des scores absolument fascinants. Et ce qui est intéressant, avant, on voyait l'opposition nord-sud, le fameux nord-sud italien, le Milan, etc. Les départements riches, le lac de Garde, les lacs, voilà. Le nord riche est plutôt de droite, le sud pauvre est plutôt de gauche, voire d'extrême gauche. Exactement. Et là, en fait, on voit, il y a une carte, on pourra la voir derrière nous, une carte très intéressante, parce qu'on voit justement que, en fait, le sud est remonté au nord. C'est-à-dire que le sud est maintenant au milieu aussi. Et le nord, en fait, a reculé, littéralement. On voit que les 3/4 du pays ont voté majoritairement contre l'Europe, quel que soit le bord, que ce soit les 5 étoiles ou la droite ou l'extrême droite, et que la gauche s'est ramassée, littéralement. Il y avait même un petit parti pro-européen qui voulait encore plus d'Europe. Il a fait combien? 2,4, je crois. Oui, 2,36, je crois, de mémoire. Oui, c'était Madame Bonino. Pour une fois que ça se termine par un I. Voilà. Emma Bonino. La victoire du mouvement 5 étoiles, la victoire de Matteo Salvini pour la Lega, la victoire de Silvio Berlusconi. Alors quand même, la défaite de Matteo Renzi, là, vous n'y allez pas par 4 chemins, il s'est pris une veste comme on n'en fait plus. Ça rejoint une des analyses que vous avez faites sur TV Liberté, que j'avais vue il y a quelque temps. En fait, la crise financière qui est en train de détruire toute l'Europe, l'austérité qui va avec, elle a détruit le Parti socialiste grec, le fameux PASOK, qui auparavant faisait 30%, 35%, et qui a fini dans les égouts, littéralement. On a vu ce que ça a donné avec le Parti socialiste en France. Monsieur Hollande, le Parti socialiste n'existe plus. Eh bien là, le Parti démocrate, on va dire qui est l'équivalent du PS ici, s'est retrouvé avec 18%, alors qu'auparavant, il faisait du 30-40%. C'est un drame pour les pro-européens. Et je précise d'ailleurs que M. Matteo Renzi a copié le mouvement En Marche. Quand il a démissionné en 2016, il a dit
Et quand il a vu ce que faisait Emmanuel Macron en France, il a dit je vais copier le mouvement En Marche. Donc il a déposé un nom un peu similaire, il a voulu faire la même chose, et c'est pour ça qu'il est arrivé aux élections, il était persuadé que comme Emmanuel Macron, avec le même système électoral pour convaincre les gens, etc., il allait remporter la mise. Mais il s'est pris une claque. Mais imaginez que juste 3 jours avant, il avait accusé, comme Hillary Clinton, que les Russes ont interféré dans les élections italiennes. C'est la seule excuse qu'il avait trouvée. C'était énorme. Mais là, avec 70% de claques dans la tête, d'anti-européens, pardon, même ça, c'était plus une excuse, quoi. Mais vous voyez que Poutine sert, effectivement, chaque fois que les mecs perdent une élection, c'est le KGB le FSB qui a pourri les élections. Vous dites que Matteo Renzi, c'est pour lui la démission finale. En fait, qu'est-ce qu'il paie quoi? Il pèse son engagement européen, il pèse sa incapacité à lutter contre le chômage, il paie la crise migratoire, les trois. Il paie tout. Il y a un graphique que vous pourrez montrer. Et alors, ça vient justement d'une télévision française qui a illustré un sondage, des chiffres de l'INSEE italien. Je vous donne ça de tête. Et vous verrez que pour un poste de policier, un poste de professeur, il y a eu 22 000 personnes qui se sont présentées. 22 000. Il y a un problème. Il y a véritablement un problème. Et ensuite, vous mettez par-dessus ça l'immigration massive des Nigérians, des Sénégalais, et vous mettez là-dessus un meurtre rituel. Vous savez, même dans les livres, dans les romans policiers, on pouvait pas inventer un truc pareil, quoi. Il y a eu un meurtre rituel d'une pauvre gamine qui voulait acheter de la drogue. Elle avait 17 ans, Pamela. Alors, je ne vais pas dire son nom parce que je ne l'ai pas en tête, mais on peut voir son portrait derrière nous. Elle a été... son dealer nigérian, le mec s'appelle Innocent, c'est drôle. Il ne va pas le rester longtemps. Voilà, il n'est pas resté longtemps. Il a essayé de le violer et donc elle a dû résister, ils l'ont assommé. Tentative de viol. Ensuite, ils l'ont écorché, surtout au niveau de son sexe, et ainsi de suite. Donc vous avez tous les détails, si j'ose dire, sur la revue de presse. Mais vous imaginez que quand la police a découvert en plus que les 4 Nigérians avaient des permis de séjour, évidemment, qui étaient expirés depuis, j'allais dire les calendes grecques, non, les calendes romaines pour le coup, et que c'était surtout des trafiquants de drogue, et qu'ils étaient tranquillement installés dans cette petite ville, et que la police ne peut pas parce que vous ne pouvez pas les renvoyer chez eux selon la loi européenne. Donc là, les Italiens n'ont pas du tout apprécié ce crime rituel. D'ailleurs, ils l'ont découpé en tranches, ils ont réparti les membres dans 2 valises, et ils ont abandonné les valises sur une route en pensant à l'africaine, que quelqu'un d'autre allait les ramasser, qu'il allait partir avec. Vous voyez, si vous laissez une valise un peu trop longtemps, au bout de 5 minutes, il y a quelqu'un part avec. C'était l'idée, que la personne parte avec les... voilà. Donc, et ça, les Italiens, ils n'ont pas aimé. Donc, rien que ce crime a mis 10% de plus. Je pense que les 70%, grosso modo, de toute façon, avec ou sans le crime, ils auraient eu 60% sûr. Avec ce crime, ils sont passés à 70%, 69. Ouais. La victime, Pamela Mastropietro. Mastropietro, absolument. La pauvre gamine, mais c'est épouvantable. C'est épouvantable. Mais des crimes comme ça, mais il y en a en permanence, des agressions des Italiens, etc. Et la presse italienne n'a pas le droit d'en parler. Je précise d'ailleurs que la presse italienne n'a même pas osé titrer la défaite de l'Europe. Alors regarde là, parce qu'on voit un plan qui permet de découvrir toute la presse italienne que vous avez apportée. Au milieu, il y a quand même mais encore, le New York Times. Tout prendre. Il y a le New York Times, dont je précise quand même qu'il était très inquiet des progressions de M. Berlusconi. Alors, il parle de la fin de la Dolce Vita, quoi. Il parle de la fin de la Dolce Vita italienne, c'est-à-dire que, tiens, on va leur mettre encore plus d'austérité. C'est très intéressant. Les Américains veulent plus d'austérité pour l'Italie, mais de quoi ils se mêlent? Et la presse italienne, elle est quand même pluraliste, non, par rapport à la presse française? Déjà plus épaisse. Déjà, ils ont par rapport à la presse française. Là, c'est la presse française. Bientôt, ça va être 4 feuilles de chou, quoi. Ça va être vraiment 4 pages bientôt. Là, c'est des journaux qui sont extrêmement épais. Regardez ici, au moins 80 ou 100 pages dans la Repubblica. Ils ont de la pub partout, mais aucun journal, sauf les journaux qui ne sont pas subventionnés.
je précise, comme les petits journaux, les petits quotidiens de droite ou de gauche, hein, où vraiment ils ont titré c'est la fin la fin de l'Europe, la révolte des Italiens. On a assisté là à la révolte. Et toute la presse française a botté en touche. Matteo Renzi aurait gagné. Ils auraient fait la danse du ventre pendant 2 jours. Hein, c'est ce que Et d'ailleurs, j'ai échangé il y a eu un tweet avec Laurence Parisot qui va verser une larme sur le triste sort de Matteo Renzi qui a été obligé de démissionner. Vous vous rendez compte, la vie de ces pauvres hommes, c'est terrible. Parce qu'il y avait plein de choses à faire avec Emmanuel Macron. Il y avait un axe qui s'ouvrait. Bien Ils sûr. sont jeunes, ils sont beaux, ils sont jupitériens. Mais je veux dire, c'est copie conforme. Hein, mais je pense que... En fait... Parce que ce qui était prévu, c'était que Renzi gagne, en fait. Oui, oui. Mais ce qui est intéressant dans ces élections, et c'est ce que j'ai vu à Rome, c'est que la même chose, aujourd'hui, en France, ça ne peut pas se passer. Parce qu'on n'a pas la proportionnelle, ce qui est déjà fondamentalement antidémocratique. J'ai pas beaucoup entendu Marine Le Pen, au cours de ces 5 dernières années, à demander à chacune de ses interventions publiques ou médiatiques de rétablir la proportionnelle. Vous en êtes le témoin. C'était pas son cheval de bataille principal. C'était dans son programme, mais on peut dire qu'elle en a parlé tout le temps, alors qu'elle aurait pu l'exiger. Et là, je pense qu'effectivement, le plafond de verre, c'est le FN et Marine Le Pen elle-même. Tout bêtement. Parce que là, le tsunami italien montre que tout est possible. Hein, et que les Français n'hésiteront pas une seule seconde à voter pour un parti qui n'aura pas cette image aussi abîmée, on va dire, que les Le Pen. Alors, moi, je regarde dans la presse tous les titres, mais quand même, tout ça sont des victoires, il y a des défaites, mais enfin, il y a un titre d'un journal, je ne le retrouve pas, qui titre en une « Il bordello », c'est-à-dire le grand bazar. Traduction. Oui, c'était les tempos. Si on va le retrouver sur Internet. Oui, parce que figurez-vous que Monsieur Matteo Renzi, donc pro-européen bien entendu, a fait voter une loi pour empêcher le mouvement 5 étoiles de prendre le pouvoir grâce aux députés. C'est-à-dire qu'auparavant, vous avez les détails dans la revue de presse, mais on va dire, auparavant, s'il fallait 200 députés pour avoir la majorité, là, ils ont remonté au cric, ils ont dit, il en faut 300 maintenant, voilà. Donc, même s'ils ont obtenu 32%, normalement, avec les 32%, ils auraient pu piloter, et bien là, non, les 5 étoiles vont être obligés de composer avec la Lega, avec Berlusconi, pour avoir un gouvernement sûr. Mais du coup, ça se retourne contre Matteo Renzi, puisque du coup, contre le pays tout court, parce que maintenant, le pays n'est plus gouvernable. Et c'est pour ça, c'est ce que dit El Tempo, c'est pour ça qu'ils ont titré El Bordello, au lieu de titrer la défaite de l'Europe, la victoire des Italiens pour la sortie. Italo-exit, tout simplement. Vous l'avez vu nulle part. On parle beaucoup du Brexit, mais on ne parle pas du Italo-Brexit, pourtant, c'est ce qui vient de se passer. Pourquoi vous dites que le choc italien aura du mal à se passer en France ? Après tout, tout est là sur la table. Tout peut se produire encore en France. Il y a des élections européennes en 2019, municipales en 2020, présidentielles en 2022. D'une part, parce que je pense que là, comment dire, j'ai regardé le discours de Marine Le Pen ce dimanche. C'était très intéressant d'ailleurs. Et on a vu un discours très combatif, etc. Bon. Mais c'est pas retour aux fondamentaux, a dit la presse. Voilà, retour aux fondamentaux. Mais si Marine Le Pen était aussi, on va dire, pertinente ou intelligente, entre guillemets, que ses discours, qu'elle n'a pas écrits, je pense que face à Macron, le débat aurait été d'un autre niveau, déjà. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est le fameux syndrome Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac, c'est Cyrano de Bergerac écrit pour, je crois que c'est un prince, il écrit des lettres d'amour pour quelqu'un d'autre. Et la princesse tombe amoureuse d'un homme qui lui a jamais écrit. Et en fait, elle est tombée amoureuse de Cyrano de Bergerac, mais elle le sait pas. Voilà. Et je pense qu'on est tous tombés là-dedans, dans ce piège. C'est-à-dire qu'on a des discours fabuleux qui vous donnent envie de vibrer, de voter, etc. Et puis, malheureusement, quand
quand il s'agit d'être autour d'une table, les arguments ne sont plus là. Voilà. Et ce qui s'est passé avec le FN et Marine Le Pen, et malheureusement, tant que Marine Le Pen sera, je pense sincèrement, et d'ailleurs j'ai discuté avec beaucoup de gens du FN il y a 2 jours, il y a déjà 30-40% des gens qui pensent que Marine devrait partir pour donner une chance au FN, au nouveau nom, on va dire, de cette fois-ci de pouvoir avoir une nouvelle base électorale. C'est-à-dire il faut que les Le Pen partent. Du moins que le nom Le Pen ne soit plus attaché. Est-ce que le mouvement 5 étoiles, si on peut peut-être le comparer aux Insoumis de Mélenchon? Non, il y a d'ailleurs un mouvement d'extrême gauche qui s'est ramassé, d'ailleurs, qui n'a pas pris beaucoup. Non, les mouvements 5 étoiles, c'est vraiment ceux qui en ont ras-le-bol de la politique, qui considèrent les politiciens comme vendus, pourris, corrompus, etc. J'ai discuté avec un monsieur, un Italien de souche, on dirait ça ici, un Italien de souche qui me disait, je suis l'avant-dernier de 7 enfants. Mon papa était le seul à travailler. On était 7 à vivre sur un salaire. Voilà. Aujourd'hui, il me dit, j'ai un bébé, ma femme ne travaille pas, elle s'occupe du bébé. On est 3 sur un salaire, je ne m'en sors pas. Donc vous voyez à quel point ça nous a détruits. Et dit, je vote 5 étoiles parce que je ne supporte plus ces politiques qui nous vendent au plus offrant. Voilà. Matteo Renzi qui les vend à l'Europe, Berlusconi qui lui fait ses singeries parfois, etc., où les gens ne comprennent pas très bien ce qu'il fait. Enfin bon, là il y a un vrai mouvement. Il y a un vrai mouvement de résistance. Et ils sont pas tous d'extrême gauche. Il y en a certains, mais le mouvement 5 étoiles, c'est vraiment un mouvement indépendant. On va dire un peu de gauche, certes, mais on pourrait y mettre aujourd'hui beaucoup de gens qui ont voté pour le FN, on pourrait le mettre dedans. Si un mouvement semblable devait monter en France, par exemple. Alors, je ne sais pas ce que va donner le mouvement de M. Philippot. Ça va être intéressant. De toute façon, tout est en fonction de... Monsieur Emmanuel Macron a tout intérêt à garder Mme Le Pen comme adversaire pour les prochaines élections. Ça, c'est sûr. Et vous êtes sûr qu'en France, ça ne se passera pas. Et en plus, tant qu'on n'aura pas la proportionnelle, aux législatives et aux sénatoriales, j'estime qu'en France, nous avons désormais un déni total de démocratie. Nous sommes dans un système facho-soft. C'est intéressant. Les Hongrois résistent, les Autrichiens ont voté contre, etc. Les Italiens votent, les Anglais ont voté contre, mais nous, on ne peut pas parce qu'on nous impose un système à 2 tours, on nous refuse la proportionnelle. C'est honteux. En Grèce, ils avaient la proportionnelle. Enfin, ils ont toujours d'ailleurs la proportionnelle. Et nous, on n'a pas le droit d'avoir la proportionnelle. C'est un vrai scandale. Pierre, vous dites les Italiens, qui ne sont guère différents des Français, c'est vrai, ne veulent pas du vivre ensemble, ni d'une Europe qui leur dit comment dépenser leur argent et de laisser les frontières ouvertes à toute l'Afrique. Et qu'il y a une question vitale qui est celle des Italiens comme des Français, c'est l'identité. Clairement. Ça sort un peu de vos bouquins, parce que vous expliquez la crise financière, vous expliquez les... Ah non, mais je l'ai vu à Rome. Et d'un seul coup, vous dites, c'est l'identité. Vous êtes un spécialiste des questions d'identité. Du tout. Mais je l'ai vu à Rome. Non, mais sincèrement, je l'ai vu à Rome. Quand vous discutez avec les Italiens, mais vous savez, les Italiens, d'abord, la première chose qu'ils vous disent, c'est leur identité première, c'est je viens de Sicile, ou je viens du nord de l'Italie, je viens de Toscane. Je suis toscan. Avant d'être italien, ils sont toscans, enfin, ils sont de leur région. Ils ont une identité très très forte. Mais là, la première chose qu'ils vous disent, ras-le-bol de l'immigration. On n'en peut plus de voir... attends, même sur la place Saint-Pierre, vous avez vous avez une partie de migrants qui étaient là à faire la manche sur la place Saint-Pierre. Mais ils auraient dû les virer à coups de pied aux fesses, quoi. Vous imaginez la même chose, les catholiques chez les Saoudiens, là-bas, sur leur rocher, mais ils les découperaient en tranches. Donc il y a aujourd'hui un vrai problème, et c'est l'identité des Italiens qui est mise en cause, et ce meurtre rituel l'a parfaitement montré. Ce meurtre rituel a permis aux Italiens de se rendre compte de qu'ils étaient en danger. Qu'ils étaient véritablement en danger, et que c'est leur identité que l'Europe essaye d'effacer. En effaçant les frontières, ils effacent l'identité. Je ne suis pas du tout un spécial, mais je peux vous assurer qu'à Rome, on va dire que j'ai eu mon moment Paul Claudel derrière son pilier, mais là j'ai vu clairement, si vous voulez,
tout ce qui va nous arriver en France et tout ce qu'on ne peut pas faire en France à cause de notre système politique qui aujourd'hui est totalement... j'estime que le FN aujourd'hui est un empêcheur de tourner en rond pour véritablement exprimer une sortie de l'euro. J'en suis certain, à 100%. Allez, dernière question, vous étiez à Rome, c'était les places Saint-Pierre, Vatican. Est-ce que vous avez rencontré vos anges gardiens? Eh bien, écoutez, figurez-vous, c'est intéressant que vous me posiez cette question, parce que j'ai trouvé une statue de l'ange gardien que je cherchais depuis 30 ans. Ou 25 ans. Vous savez, c'est la fameuse image d'Épinal où vous voyez deux enfants qui traversent un pont auquel il manque deux traverses, et vous avez un ange magnifique, une femme d'ailleurs, une femme ange, qui surveille ces deux enfants sur le pont. Et ça fait 25 ans que je cherche cette statue, et je l'ai enfin trouvée, oui. Donc, bon signe. Écoutez, oui. Croyez au signe. Ah bah oui. C'est des messages. J'appelle même pas ça des signes. C'est un véritable. Ce sont des messages. On est là. Hein, on est là. D'ailleurs, vous voyez, je suis parti à Rome comme ça, quoi. Et j'ai assisté à la fin de la presse. Vous vous rendez compte, toute la presse occidentale n'a pas osé titrer. Ils ont botté en touche. C'est monstrueux, c'est honteux. On nous parle du gouvernement mondial. Vous voyez, Jacques Attali nous parle du fameux gouvernement mondial avec Jérusalem en capitale. Donc c'est intéressant. Alors, on n'y est pas encore. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la presse mondiale, la gouvernance de la presse mondiale, elle est en place. Elle est clairement en place. Aujourd'hui, vous avez... un seul journal qui vous dit à peu près en termes économiques, c'est le Télégraphe de Londres, et les autres n'osent pas parce qu'ils appartiennent à des intérêts pro-européens, ou alors du moins on a forcé des gens à acheter des journaux pour en prendre le contrôle. Exemple, le New York Times. Vous avez un magnat des télécoms mexicain, donc vous connaissez Monsieur Carlos Slim, qui a fait fortune dans les télécoms, un peu comme Monsieur Drahi, vous voyez un peu l'idée. Et donc, les Américains ont demandé à Monsieur Carlos Slim d'acheter des parts du New York Times. C'est quand même absolument incroyable. Mais attendez, on croit rêver, quoi. Je veux dire, c'était impensable dans la tête d'un journaliste américain d'être possédé par un propriétaire mexicain, surtout du New York Times. Encore, ce serait la Californie ou le Texas, pourquoi pas. Mais pas le New York Times. Regardez le Washington Post. À qui appartient-il? À Monsieur Bezos, patron d'Amazon, qui l'a acheté il y a 3 ans ou 4 ans, et qui a fait une campagne massive contre Donald Trump, d'ailleurs. Et qui a même, on a vu les échanges dans les conférences de rédaction, il fallait sortir, M. Bezos demandait à ce qu'on sorte des affaires contre Trump, qu'il fallait l'empêcher de gagner. Donc c'est une illustration, si vous voulez, très très intéressante d'un film que vous connaissez peut-être, enfin vous connaissez certainement, parce que c'est quelqu'un de cultivé, Citizen Kane. Oui, ça va. Forcément. Citizen Kane, c'est vraiment ça. Et aujourd'hui, nous sommes entourés de Citizen Kane qui pètent un plomb. Alors Citizen Kane, lui, il avait sa danseuse. C'était une danseuse ou une chanteuse? Une chanteuse. C'était une chanteuse. Mais là, ce sont des hommes politiques. C'est une idée politique à la défense de l'Europe. Voilà. Nous sommes cernés maintenant par des Citizen Kane, pardon. Et à un moment donné, le peuple va se révolter. Et on le voit bien. Les Italiens se sont révoltés. Je trouve ça absolument génial. Vous savez, il y a un sondage qui vient de sortir, alors qui fascine les anglo-saxons. C'est quel est le pays qui passe le plus de temps à manger à midi? Alors, inévitablement, numéro 1, la France, numéro 2, l'Italie. Et loin derrière, après, je plus que... Enfin bon, les Italiens et les Français mangent tranquillement à table, etc. Ils prennent 2 heures pour manger. Ce qui, pour un anglo-saxon qui mange en 10 minutes à 13 heures, c'est même pas envisageable. Mais vous voyez qu'on partage quelque chose avec les Italiens. On partage ça. Les Italiens ne sont guère différents vraiment des Français. Ils sont peut-être plus spirituels. Ils sont plus proches de Dieu, comme on dit, des saints, surtout des saints, parce que là-bas, il y en a beaucoup. Rome est un Louvre à ciel ouvert. Cette révolte de 70% des Italiens contre l'Europe et contre les politiques
on va dire, j'allais dire de M. Macron, de M. Renzi. Aujourd'hui, si on devait voter, je peux vous garantir que M. Macron perdrait les élections si c'était au proportionnel. Demandez à tous les retraités qui vont manifester demain ou après-demain. Hein, je crois qu'ils manifestent jeudi. Hein, comment ils se sont fait entuber. Pardon. Demandez à tous les syndicalistes CGT qui ont demandé à voter pour M. Macron, je le rappelle. Hein. Je salue les syndicalistes Air France que j'ai rencontrés, hein. Les syndicalistes des Pages jaunes que j'ai rencontrés également. Mais leurs syndicats avaient appelé à voter pour M. Macron. Et maintenant, là aussi, vous vous êtes fait entuber. Voilà. J'ai dit dans une autre vidéo que Macron allait achever tout ce que Hollande avait commencé. Il allait dépecer la France. On y va gaiement. D'ailleurs, il n'aime pas les Français. Hein, il l'a dit maintes fois. C'est l'énarque dans sa splendeur. Hein. On leur dit qu'ils sont l'élite de la nation. Voilà. Nous sommes des gueux. Hein, voilà. Les gueux italiens ont dit à Matteo Renzi qu'il est bip. Donc on attend que les gueux français disent à Macron qu'il est bip. Il faudrait de nouvelles élections. Je pense qu'il faudrait une crise. Vous savez, n'oubliez pas. N'oubliez jamais ça. Je le redis pour... une semaine avant les attentats du Bataclan, le gouvernement de M. Hollande allait tomber. Vous aviez les grèves Air France. Vous aviez une partie des grèves SNCF, RATP, enfin bon, base des meilleurs. Mais surtout, vous aviez la grève de la police scientifique. Vous aviez les manifestations des policiers. Vous aviez les manifestations des avocats. Vous aviez les CRS qui se sont portés malades. Vous aviez les pénitentiaires, je crois que j'ai dit. Enfin bon, bref, il y a des manifestations partout. Hollande était terrorisé, il s'est enfermé à l'Élysée. Et comme par hasard, 3 jours après ou 4 jours plus tard, boum, les attentats du Bataclan. Et, alors, moi je ne fais pas du complotisme, mais franchement, ça a sauvé M. Hollande, cette affaire. Hein, puisqu'il y a eu union nationale et ainsi de suite. Hein, je ne dis pas qu'il a provoqué, hein, c'est pas ça qu'on s'entende bien. Mais ça lui a sauvé la peau. Et malheureusement, l'union nationale qu'on a vue aux élections, là, pour le coup, législatives, qui ont élu tous ces députés En Marche, on a vu que la moitié d'entre eux sont des clampins finis. Parce que j'avais un copain rédacteur en chef qui appelait ça des peigne-cul. C'est drôle. Mais on peut dire ça d'une bonne partie des députés. Ils sont complètement incompétents à côté de la plaque. En fait, ils se sont présentés parce qu'ils ne pensaient jamais être élus. C'est surtout ça. Et ils ont été élus. Voilà. Je pense que là, on touche les limites de la démocratie. On touche... le fait qu'il n'y ait pas de proportionnel en France, ça risque de très mal se terminer. Voilà. Sincèrement. Ça, je l'ai vu en Italie. La colère du peuple des Italiens a pu s'exprimer. En France, elle ne peut pas s'exprimer. Puisque 30%, voire 40% du peuple n'est pas représenté à l'Assemblée nationale. C'est extrêmement grave. Et quand on voit ces députés complètement incompétents, l'autre jour, j'ai vu une députée, je ne sais pas si elle est En Marche ou Insoumise, peu importe, les deux se valent, hein, qui ne savait même pas ce qui se passait à Cayenne, alors qu'elle était, je crois, députée de l'Outre-mer. Bon, voilà, tout est dit. Il ne faut pas sous-estimer la colère du peuple. M. Matteo Renzi vient d'en faire les frais, hein, littéralement. C'était le Macron italien. On va se quitter, on va se retrouver un jour sur TV Liberté pour venir nous voir. Avec plaisir, voilà. Donc, pour retrouver votre chauve de service, Olivier Pichon. Voilà, la chauve. C'est le duo des chauves habituellement. Moi, j'ai usurpé la place d'Olivier Pichon. Non, mais pas du tout. C'est une autre forme de. Là, on parle d'économie. Là, c'est politique. D'ailleurs, c'est exceptionnel que je fasse une. C'est la première fois d'ailleurs. Absolument. Je fais ça. Moi, je suis ravi. Hein. Mais parce qu'il y avait pas de journalistes français. J'allais aux conférences de presse, il n'y en avait pas. Mais vous vous rendez compte de ça? Avant, toute la presse française, tous les journalistes français, Figaro, La Tribune, Les Échos, je veux dire, on les retrouvait, tout le monde se retrouvait, hein, chacun dans sa partie, tout le monde voyageait. Aujourd'hui, les journaux, ils vous disent, l'excuse qu'ils vous disent, il n'y a plus d'argent, machin, plus personne ne sort, il y a Internet, donc il y a Twitter. Alors, on regarde les Twitter des uns et des autres, et puis vous faites un papier de pareil sur les élections italiennes. Non, ça marche pas comme ça. Il faut être sur les terrains. C'est une des règles. C'est une des règles du journalisme de base. Il faut être sur le terrain. Ça change la donne.
La preuve, je dis, Berlusconi a gagné. Du moins, il a gagné son pari. Il pensait faire 4-5%, mais déjà, c'était énorme. Pour lui, ils ont fait 14. Attends, c'est énorme. C'est énorme. À 81 ans, faire 14%, mais c'est une victoire phénoménale. Il va prendre sa revanche. Il va se venger de l'Europe, d'Angela Merkel et des Américains. Et à bientôt pouvoir faire ses mémoires. Ça se vend très très bien quand on est un peu à un âge avancé et qu'on a beaucoup de choses à raconter. Écoutez, si Berlusconi nous raconte ces histoires de bunga bunga, ça, je peux vous dire qu'il va faire un vrai carton. Oui. C'est interdit au moins de 18 ans, mais c'est pas grave. Merci beaucoup, Pierre. À bientôt. Merci à vous.